Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour et bienvenue à cette table ronde sur le partage du savoir autochtone. Je m'appelle Catherine Ego, je suis traductrice littéraire et animatrice radio, entre autres choses. Mais les gens importants sur scène aujourd'hui, ce sont mes trois invités. Alors je vous les présente tout de suite. Je vais commencer par Maya Cousineau-Molène, qui est une autrice. Entre autres choses aussi, tout le monde fait plusieurs métiers. Alors, ces dernières publications, c'est un texte très émouvant sur la mémoire d'Amour et d'oubli. Aussi un recueil de poésie assez coup de poing, bréviaire du matricule 082. Une nouvelle extrêmement touchante sur les origines dans Amun et, puisque c'est bientôt Noël et qu'il y a beaucoup d'enfants, le Noël des Amis de la Forêt qui vient juste d'être publié. Bonjour Maya. Bonjour, oui. Maya est une Innu d'Equanichit. Oui, c'est ça. Prononciation est bien, Equanichit. Ensuite, de l'autre côté, j'ai Emmanuel Dufour qui a publié « C'est le Québec qui est né dans mon pays ». Alors, c'est un carnet de rencontres. En fait, c'est une bande dessinée ou ce qu'on pourrait appeler un roman graphique. Et croyez-le ou non, c'est une thèse de doctorat. Alors, c'est de loin la thèse de doctorat la plus agréable qui m'a été donnée de lire depuis extrêmement longtemps. Et on en veut plus, des thèses de doctorat comme ça, bien sûr. Alors, bienvenue, Emmanuel. Merci. Et puis, Jocelyn Sioui, qui est Wendat et qui vient de publier Mon oncle Jules, qui est une espèce de biographie personnelle, enfin un regard personnel sur son propre grand-oncle, donc un personnage qui a existé, une vraie personne. Et c'est un livre, c'est aussi une pièce de théâtre formidable, un monologue qui vient d'être donné, qui sera certainement repris prochainement. Plein de fois. Alors je vais demander à chacun d'entre vous de parler de son livre. Maya, je vous laisse le choix sur celui dont vous voulez parler ou ceux dont vous voulez parler. Quel était le processus qui vous a amené à écrire ce livre-là et qu'est-ce que vous vouliez dire dans ce livre-là? Bien, je vais commencer par celui pour enfants. En fait, c'est le Noël des Amis de la Forêt. Ce qui est arrivé, c'est que le dernier Noël, lui, où on est tous restés enfermés chez nous, on m'a demandé d'écrire un conte. La presse m'a contacté pour écrire un conte de Noël et j'ai écrit une première version et j'ai contacté une amie, celle qui a illustré le livre, pour justement faire une illustration qui accroche l'œil. Et par la suite, la maison d'édition Dominique et compagnie l'a remarqué et m'a demandé si on pouvait le publier. En fait, c'est basé sur une expérience qui m'est vraiment arrivée. C'est juste que j'ai transformé ça sous forme de souris, de raton laveur et de hamster. Mais c'est aussi agréable à lire pour l'adulte que pour l'enfant. Et c'est vraiment faire attention aux perceptions et aux préjugés. Mais c'est pas moralisateur, c'est juste qu'on le réalise par nous-mêmes en le lisant. Et les personnages qui sont là-dedans existent vraiment, mais je dois protéger leur anonymat. Et mon recueil de poésie, écoutez, ça fait depuis l'âge de 14 ans que je le travaille. J'ai 46, donc ça vous donne une idée. Et depuis 20 ans, on me tannait pour le publier et j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus jusqu'à temps que je trouve la bonne formule. Et ce fut gagnant parce que dès qu'il a sorti, durant l'été, il a gagné le prix Voix autochtone pour poésie de langue française, prix que j'ai partagé avec Marie-André Gill, compatriote Innu de Mastoyache. Merci. Voilà. Emmanuel, j'ai dit que c'était votre thèse de doctorat. C'était un doctorat en éducation par les arts, mais anthropologie, en fait. Anthropologie, éducation par les arts. Et comment vous est venue l'idée d'aborder le sujet de la rencontre entre autochtones et allochtones par la bande dessinée? Ben, en fait, je dirais que c'est un peu comme une bande dessinée rétrospective, puis ça raconte un peu mon éveil au fait que je connaissais absolument rien aux réalités autochtones. Moi, il a fallu que je quitte le Canada pour m'en rendre compte vraiment de plein fouet. Pendant une dizaine d'années, à la fin de la vingtaine, je me promenais un peu partout. Je rencontrais des gens de partout. Je me liais d'amitié avec beaucoup de monde, des personnes de nations autochtones d'ailleurs dans le monde. Puis la question revenait souvent. Puis je me rendais compte toujours que j'avais juste absolument rien à dire. Puis j'ouvre le livre en expliquant une anecdote alors que j'habitais dans une famille maori en Nouvelle-Zélande. Puis il y a un enfant qui m'a réveillé en voulant savoir un peu plus justement sur les premiers peuples de chez nous.
Je me rappelle là, juste d'avoir dans la tête le fameux tableau périodique là, algonquien et iroquoien. Évidemment, c'est ce qu'on a tous rencontré dans notre parcours scolaire, mais qu'on sait qu'il n'était pas apte à susciter beaucoup d'intérêt, disons, qui était très restrictif, très passéiste, puis tout ça. Après ça, j'avais toutes les images finalement héritées de la crise d'Oka, de la littérature jeunesse. Donc tout ça pour dire que je me suis rendu compte que je connaissais absolument rien et j'avais vécu quand même un bon sentiment de honte individuelle et collective, je dirais, par rapport à comment c'est possible que je peux lui parler des Peuls, des Touaregs, des gens que j'ai rencontrés partout, mais que je connais absolument rien, ni aucune personne issue des premiers peuples du territoire qui m'a vu naître, puis j'avais presque 30 ans. Fait que ça, c'est un peu ce que je raconte dans le livre, donc de la non-rencontre à la rencontre. Puis à travers tout ça, il y a une 50aine de personnes autochtones et allochtones qui ont participé à ce dialogue-là pour qu'on en aille comme une conversation collective sur ça. Okay. Merci. Et vous, Jocelyn, je vais remontrer le livre parce que vraiment, c'est une splendeur, cette couverture. C'est l'histoire de votre oncle. Oui, exactement. En fait, mon grand-oncle, Jules Sioui, qui était un grand activiste durant le 20e siècle, qui est complètement disparu des radars. Puis, à un moment donné, je tombe sur un passage, La femme qui fuit, qui racontait en 2 pages qui faisait une grève de la faim puis qui luttait pour les droits autochtones. Puis à partir de là, j'ai commencé une recherche parce que je me rendais compte que rien n'était enseigné. Puis à l'instar de Emmanuel qui dit « je connaissais rien », bien moi-même, à titre de Wendat, qui habite Montréal depuis toujours, je connaissais rien de la culture, de ma culture, de mon histoire, mais de l'histoire des Premières Nations. J'ai appris de base à juste lire la loi sur les Indiens pour comprendre cette loi-là, pour comprendre la ségrégation dans laquelle elle plongeait les peuples autochtones, de comprendre que beaucoup de choses ne nous avaient pas été enseignées, de comprendre justement que tout était juste binaire, c'est-à-dire les Algonquiens, les Iroquois ou les Anglais ou les Français, mais qu'on ne tenait pas compte de la pluralité au pays, de cette complexité historique. Et donc, on nous raconte le Canada sans parler du Canada, finalement. Et donc, j'ai voulu raconter ça dans un livre, mais bien sûr, le prisme par lequel je regarde, c'est mon grand-oncle qui a lutté très, très fort jusqu'à faire une grève de la faim de 72 jours, qui a hypothéqué sa vie. Ah oui. Et ça fait prendre conscience aussi de comment s'écrit l'histoire. En fait, ça a soulevé beaucoup, beaucoup de questions en moi. Qu'est-ce qui va rester de moi, mais qu'est-ce qui va rester de la grande histoire? Qu'est-ce qu'on va garder dans le futur? Et je me suis dit, cette histoire-là ne doit pas s'écrire sans l'histoire autochtone, donc il faut la raconter. Fait que je me suis dit, je vais achaler le monde, je vais continuer à raconter ça sans arrêt. Quand ils seront tannés, ils fermeront le poste. Vous avez fait ce que vous faites le mieux, c'est-à-dire raconter des histoires que vous racontez habituellement par la marionnette. Puis là, vous l'avez raconté par le monologue et par le livre. Exact. Alors, parlons un petit peu de la mémoire, de la transmission. Emmanuel, vous avez aussi parlé d'éducation, d'ignorance, finalement, de notre ignorance collective. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On parle beaucoup de réconciliation en ce moment, puis quand on en creuse un peu, on se dit, mais comment se réconcilier avec des gens qu'on ne connaît pas? Donc, la première chose, c'est peut-être d'apprendre à se connaître. Jocelyn, comment est-ce qu'on peut faire ça, à part inviter des gens à rester assis dans le noir et à vous regarder jouer? Moi, j'y crois profondément qu'on peut changer les gens en leur racontant des choses, parce que s'ils ne connaissent pas l'histoire, s'ils sont touchés, ils repartent à la maison avec ça. Je pense que la pointe de l'iceberg, mais l'événement le plus important des derniers mois, puis des dernières années, puis peut-être de la décennie et du siècle, c'est d'apprendre cette histoire des pensionnats autochtones, qui est venue juste nous dire que beaucoup de choses n'ont pas été enseignées. Et les gens ont été profondément touchés. Ils font pas semblant d'être touchés par cette histoire-là. Puis à cause de ça, il y a un éveil. Il y en avait déjà un début d'éveil, mais ça accélère les choses. Puis moi, le retour que j'ai des gens, par exemple, après les spectacles, c'est justement ça, c'est merci beaucoup. Il y a des choses que je ne sais pas et on a besoin de collectivement apprendre ça. Parce que c'est la seule façon, en tout cas pour moi, de remplir ce fossé-là qui a été creusé bien malgré nous, en fait. C'est pas de la faute des citoyens. À un moment donné, on a créé des trous. Puis là, ces gens-là ont cessé d'exister. Les Autochtones ont cessé d'exister d'une certaine façon dans le paysage, même s'ils existaient. Et là, les gens se rendent compte de ça, puis on essaye de remplir le trou pour rapprocher les gens. Puis c'est une façon de réconcilier, d'écouter les histoires, de se raconter notre mémoire. Et leur lutte aussi, parce qu'évidemment, il y a les pensionnats qui est un énorme moment, mais vous parlez aussi beaucoup de la lutte, j'allais l'appeler mon oncle Jules, mais c'est votre oncle Jules.
C'est rendu son nom. De Jules Sioui, parce qu'il s'est battu toute sa vie. Il a écrit des centaines de lettres. Enfin, il a remué mer et monde. Lui voulait l'indépendance des Autochtones. Premières Nations, oui. Un des premiers à le revendiquer, d'ailleurs, qui était un petit peu nouveau, mais il faut imaginer aussi que l'ONU venait d'entrer dans le portrait. À partir du moment où l'ONU et la défense des peuples est mise de l'avant, il y a des peuples qui décident de revendiquer ça un petit peu partout sur la planète. Puis mon oncle embarque dans ce mouvement-là de revendication, puis il comprend que c'est la seule chose logique à faire. D'ailleurs, chose logique qui était aussi appuyée par les automatistes à l'époque. Oui. Donc là, on peut relier la grande histoire qu'on nous enseigne à l'école avec l'histoire autochtone qu'on n'a pas enseignée. Tout ça est interrelié. Il y a un réveil collectif. Il y a des gens qui se sentent étouffés. Au Québec, les francophones se sentaient étouffés par les Anglais. Puis la loi sur les Indiens étouffait les Autochtones. Donc, il y a un réveil collectif. Si on fait juste l'histoire du Québec, il y a un réveil collectif qui monte en même temps. Là. Puis on essaie d'étouffer ça, bien sûr, par toutes sortes de moyens du côté du gouvernement. Mais Jules Sioui a eu quand même des victoires dans son parcours, parce que vous dites qu'il a contribué notamment à faire modifier la loi sur les Indiens sous le premier ministre Saint-Laurent. Tout à fait. La première victoire, c'est de rassembler des chefs à Ottawa, puis ça, c'est devenu par après une habitude. Donc, c'est la première assemblée des Premières Nations. Par la suite, bien sûr, il y a eu une autre rencontre historique de 200 chefs qui sont venus la deuxième année. Par la suite, il a continué son combat. Là. Il a éveillé des consciences. Puis en effet, suite à sa grève de la faim, je ne dis pas que c'est que grâce à lui, mais bien sûr, il fait partie de ce mouvement qui a amené une modification de la loi sur les Indiens, qui fait que les Autochtones ont retrouvé certains droits qu'ils avaient perdus, comme entre autres le port du costume traditionnel, des choses qu'ils n'avaient plus le droit de faire sous peine d'incarcération. Jusqu'en 1951. Emmanuel, vous êtes dans le milieu universitaire, puisque vous avez fait un long parcours universitaire. En marge c'est le Québec qui est né dans mon pays. Comment briser un petit peu cette ignorance-là? J'imagine que vous êtes invité dans des écoles à parler de... C'est un véhicule formidable parce que c'est très, très beau, ça se lit très bien, c'est très, très, très informatif. Donc, j'imagine que vous allez dans les écoles rencontrer des jeunes. Comment ils réagissent à ça? Oui, c'est le fun parce que je pense que c'est un peu la propriété de la bande dessinée souvent, c'est que ça permet de rejoindre plusieurs publics, multi-publics. Fait que autant des écoles, des enseignants de niveau secondaire, collégial ou universitaire l'utilisent, puis souvent, en bout de ligne, je suis invitée pour rencontrer les étudiants puis tout ça. Souvent, par exemple, ça se passe par Zoom, évidemment, pour des raisons géographiques tout ça. Mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu apportes. Puis je me dis, la question qui est souvent oubliée, je pense, dans le système d'éducation, quand on apprend plus sur les Premières Nations, c'est la question de l'introspection et du nous. Puis c'est ce qui est demandé souvent. J'ai cité plusieurs auteurs ou leaders des Premières Nations qui en appellent au fait de, oui, en apprendre sur l'histoire autochtone, mais rappelons-nous que c'est une histoire qui nous concerne tous et que nous-mêmes, on doit apprendre sur notre propre histoire et notre propre posture de colonisateur, parce que oui, ça fait partie de l'histoire de la colonisation, c'est notre histoire aussi. Et ça, souvent, j'ai l'impression que c'est comme la période de ce qu'on passe un peu plus vite. Il y a beaucoup de malaise autour de cette question-là, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je voulais aborder ces sujets-là. Beaucoup de malaise, mais donc parlons-en. Si on a du mal, on est malaisé par rapport à notre ignorance, mais malaisé par rapport à notre double posture québécoise. Je pense, t'en parlais un peu tout à l'heure, colonisateur, colonisé, aussi pour le rapport à l'autre, les questions de l'histoire. On ne la connaît pas tant que ça, notre histoire. Même les Québécois, on ne la connaît pas, notre histoire. Donc, on connaît encore moins l'histoire des Premières Nations. On la connaît selon un récit qui est nationaliste, qui était quand même à début un but assez ciblé. Puis je pense, comme Jocelyn disait, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire. On peut se servir finalement de l'apprentissage de notre propre histoire pour réussir seulement à comprendre certaines des demandes, on va appeler ça revendications, ou bien finalement des revendications légitimes des Premières Nations. C'est pas la même histoire, évidemment, c'est pas la même ampleur de colonisation non plus, mais je pense que plus qu'on va être capable de, collectivement et individuellement, d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître notre histoire familiale, individuelle, nationale, je pense que plus que ça va ouvrir des canaux de communication, puis on va réussir à voir plus clair dans cette relation complexe-là. Comment vous expliquez que vous ayez pu arriver à 30 ans sans avoir presque entendu parler des Anishinaabe, des Wendat? Alors, il a fallu que vous arriviez en Nouvelle-Zélande pour rencontrer des Maoris qui vous disent « Et alors ?»
Oui, mais c'est souvent le cas. Hein. Des fois, c'est comme on prend les choses pour acquis, on grandit dans un système que tout semble normal, ça se passe. On entendait parler de façon très externe, c'était pas incarné quand on parlait des Autochtones à l'école. Il n'y avait pas grand... J'ai jamais rencontré finalement un conférencier autochtone, j'ai jamais eu de professeur autochtone, puis comme la plupart je pense, des Québécois et même beaucoup d'Autochtones. Fait que c'était justement dans des tableaux très désincarnés, peu d'intérêt. Moi, j'ai grandi en Rive-Sud de Montréal, à une 50aine de kilomètres de Ganawagé. Donc, moi, j'ai vécu la crise d'Oka, mais du point de vue médiatique. J'avais la chance que je n'ai pas d'une famille qui entretenait des préjugés du tout, mais on les entendait. C'était partout. C'était dans les nouvelles. Et je pense qu'il y a un gros fossé qui s'est... il y avait déjà un grand fossé, mais le fossé, disons, c'est accentué. C'est creusé avec Oka? Bien, plusieurs des contributeurs de la bande dessinée en parlent finalement de comment ils ont vécu chacun d'entre eux la crise d'Oka. Et ça semble assez unanime que peu importe quelle nation, peu importe où on se trouvait au Québec à cette époque-là, tout le monde en a souffert. Et je dirais que si les blessures ont été moins grandes du côté québécois, puis même ça, je pense que Murray Sinclair en parle aussi beaucoup dans la Commission Vérité et Réconciliation, on est tous des victimes collatérales de cette profonde division sur tous les plans. C'est sûr que pas tous au même niveau. On n'a pas toutes les mêmes ampleurs de blessures et clairement, il y a un groupe qui est plus privilégié que l'autre. Mais ça a bénéficié à un très petit nombre de personnes parce qu'en fait, si on avait pu grandir et se développer comme nation avec les peuples autochtones, je pense qu'on en serait ailleurs. Bien, je pense qu'il n'est jamais trop tard non plus. Mais on a tellement à apprendre de reconstruire cette relation-là. On peut tellement aller chercher on peut tellement devenir autre chose, je pense, sans se renier, mais s'enrichir. J'espère que mais je pense qu'on peut dire quand même, ça va bien depuis quelques temps, dans le sens ça va jamais assez vite, ça pourrait être beaucoup mieux. Mais je pense qu'il faut quand même voir les pas qui sont faits en ce moment au niveau de l'ouverture à l'autre. Puis j'espère que ça va continuer, puis ça sera pas juste un moment. Oui, c'est ça, une mode ou un intérêt. Mais je crois pas. Je pense que les gens de plus en plus... Tu sais, comme la raison que j'ai raconté mon histoire, c'était pas pour raconter l'histoire d'Emmanuel. C'est parce qu'en parlant avec les gens, quand je fais des conférences, des ateliers, on est tellement plusieurs à avoir vécu ce parcours-là. Tu sais, de vouloir en savoir plus, mais pas vraiment savoir comment faire, être malaisé, mais avoir une volonté, être maladroit. Puis, tu sais, la question des faux pas, puis les maladresses, là, c'est sans cesse. Puis c'est un apprentissage continu, puis tout ça. Mais je trouvais que ça valait la peine de parler de tout ça. Il y a un apprivoisement à faire, certainement. Oui, exactement. Maya Cousineau-Molène, on parle d'autochtones, d'alloctones. Vous avez un parcours très singulier parce que vous êtes Innu, vos deux parents sont Innu. Et puis, juste avant votre naissance, votre mère vous a confié en adoption à une famille qu'elle connaissait, une famille blanche qui habitait juste à côté, en disant « Toi, tu vas pouvoir t'en occuper, tu vas pouvoir lui donner ce que moi, je ne peux pas lui donner pour le moment. » Alors, vous avez ces deux filiations, finalement, dans votre parcours. Comment est-ce que vous vivez ça? Bien, ça... Pour faire un résumé rapide, tout est dans le recueil de poésie. Bon. Mais blague à part. Mais je pense pas que tout soit dans un si petit recueil, Maya. On veut vous entendre là-dessus. Lis le livre. Lisez le livre. La conférence est terminée. Allez, lire. Non, en fait, c'est que ça. Moi, mon adoption, je suis née en 1975 et il y avait une loi qui s'appelait. Il n'y a pas une loi, mais une espèce de modification de la loi sur les Indiens qui s'appelait l'émancipation. Et tout Indien qui allait à l'université, qui sortait de sa communauté, qui était adopté par des Blancs, perdait son statut. Et moi, quand je suis arrivée, que ma mère m'a donné à la famille Cousineau-Maloney, mes parents, de ce que je comprends, ont pu s'informer sur ces modifications-là. Ils n'ont jamais voulu que je perde mon appartenance ni mon lien avec ma communauté. Donc, Mingan, en fait, Mingan, c'est comme... il y a une partie que c'est la communauté autochtone, puis juste à côté, vraiment à côté, c'est le village non autochtone, principalement composé des Maloney, des Cousineaux. Et puis d'ailleurs, dans mon histoire adoptive, on a des liens avec la communauté Innu parce que mon grand-père québécois, en fait, c'est un descendant d'immigrés irlandais, le père de ma mère, John Maloney, qui est le Jack Monolloy de la chanson de Gilles Vigneault, était agent des Indiens.
Et quand on dit agent des Indiens dans une communauté, en général, on voit pas de sourire apparaître. Hein. C'est comme la main droite du diable. Et mon grand-père, de ce que j'en ai compris, de ce que mes parents me racontaient, c'était un bon agent des Indiens. Il pouvait lire l'Innu, et il le parlait, et il pouvait l'écrire. Et lui entretenait des relations avec mon grand-père, qui était chef à l'époque, Sylvestre Mullen. Et ils se rencontraient, jasant en Innu et créaient des liens. Donc, c'est des choses qu'on ne sait pas et je trouve qu'on devrait savoir aussi pour se rappeler qu'on a déjà été amis. Et de par la suite, mes parents, j'ai grandi dans cet esprit-là. Et malheureusement, la crise d'Oka est arrivée et a brisé bien des choses. Donc, ça a été difficile. J'étais dans l'adolescence, donc ça vous forge un caractère. Et, mais mes parents m'avaient beaucoup éduquée à ne pas me laisser écraser parce que je pense que ma mère était consciente que je partais 2 coches en dessous en étant femme et autochtone. Donc, elle m'a élevée différemment de ma sœur québécoise en me poussant un peu plus, en insistant que j'aille à l'université, que j'écrive, que je me laisse pas piler sur les pieds. Donc, c'est ce que j'ai fait tout le courant de ma vie, en fait. Ça fait plus de 25 ans que je travaille avec les communautés autochtones et je donne des conférences en passant. Et c'est vraiment agréable de créer des liens avec les Québécois. Donc, ça permet aussi... Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui tombe dans les extrêmes. Je me sens... Une partie de moi se sent autant québécoise que l'autre partie se sent Innu. Et tant que je pense que les sociétés vont faire des flamèches quand ils vont se rencontrer, cette partie-là ne sera peut-être pas en paix encore. Mais plus ça va, plus je me rapproche d'un certain aussi lâcher-prise. Oui. Mais cette combativité-là et en même temps cette double filiation qui fait que vous êtes vraiment la personne idéale pour le dialogue, ça s'est exprimé de manière très éclatante bien des années plus tard, au moment de la polémique autour de Kanata. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Kanata, on se rappelle, c'est cette pièce qui avait été montée par Robert Lepage et qui a suscité beaucoup de mécontentement parce que les Autochtones ont dit ça raconte notre histoire et puis on n'est pas dedans, c'est un peu extraordinaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait à ce moment-là? À l'époque, on était quatre femmes autochtones et j'étais l'une des 4 qui a participé à la lettre qui est parue dans Le Devoir et qui a eu un effet qu'on ne s'attendait pas, en fait. Et un impact incroyable. Donc, quand la lettre est parue le vendredi, on a su le dimanche soir que Robert Lepage et Mme Nouchkine voulaient nous rencontrer. Et ce fut une rencontre d'environ 5 heures avec différents comédiens, écrivains, artistes du monde des Premières Nations qui représentaient eux-mêmes. On n'était pas là au nom des Premières Nations. Chez nous, la représentativité est très importante. Il faut vraiment toujours clarifier ça. Et c'était ce groupe de personnes-là qui avaient des choses à dire ou des choses à faire comprendre aux gens. Et moi, de ce que j'en ai compris, parce que moi, je suis devenue amie avec Mme Nouchkine et ça m'a été reproché. Ah bon? Ah oui, quelquefois. Et même du côté français, on me disait autant des 2 bords que Mme Nouchkine allait m'utiliser comme caution. Et donc, autant du côté français que du côté autochtone, ce que je trouve ridicule d'ailleurs. Et parce que Mme Nouchkine, quand on la côtoie dans son quotidien, elle est trop occupée à gérer son théâtre. C'est ça. Ariane Nouchkine, c'est la directrice du Théâtre du Soleil, qui est un immense théâtre en France. Et j'étais passée là 1 mois, j'étais passée là quelques jours aussi. J'ai assisté à la première de Kanata. C'est sûr qu'il y a eu des faux pas, mais moi, de ce que j'en ai compris après avoir parlé avec bien des gens et de voir aussi comment le Théâtre du Soleil fonctionne, c'est que l'agent entremetteur, c'était Ex Machina. Donc, c'était une compagnie québécoise qui a peut-être ses billets sur les Premières Nations, qui a peut-être sa manière de voir les communautés autochtones, qui avait peut-être besoin de rafraîchissement, je pense. Et cela a interféré avec les relations avec le Théâtre du Soleil et les communautés. Donc, moi, c'est ma compréhension de la situation. Et ça a vraiment été passionnant de faire cette recherche-là, parce que moi, je dis toujours, il faut connaître tous les aspects d'une médaille, autant d'un bord que de l'autre. Et ça m'a permis d'avoir une merveilleuse amitié, autant avec Mme Nouchkine que des gens du théâtre. Alors, vous mettez ça sur le compte de maladresse, plutôt, de la part maladresse, parce que... Méconnaissance. Méconnaissance, parce que quand on engage un agent de liaison, il faut qu'il connaisse bien le terrain. Moi, c'est une partie de mon travail en ce moment aussi, c'est de bien connaître le terrain des communautés, parce que je travaille pour une firme d'architectes et qui travaille avec les communautés autochtones.
Et on doit connaître le terrain qu'on va rencontrer, les gens qu'on va rencontrer, autant les codes écrits que non écrits, les protocoles et tout. Et Ex Machina, sans doute, de ce que j'en ai compris, avait ses manières de faire, mais qui n'étaient peut-être pas adaptées aux gens des communautés. Donc, ça a eu l'effet qu'on a vu pendant les médias. Alors, ça aura eu au moins cet effet-là, parce que maintenant, c'est presque impensable qu'une autre production comme Kanata se produise sans qu'on demande aux Premières Nations. C'est presque impensable. Je me pose toujours la question, qu'est-ce qui serait arrivé si le Théâtre du Soleil aurait pu faire comme il fonctionne d'habitude, aller s'installer auprès d'une communauté, qu'elle soit Atikamekw, Innu, Anishinaabe, créer des liens et par la suite monter une pièce. Mais... Est-ce que ça reste à faire, ça? Je ne sais pas. Parlez-vous à Mme Nouchkine de dire Ariane, viens nous voir? Je l'espère, mais là, en ce moment, ils travaillent sur leur pièce sur le Japon, donc... Bon, quand ils auront fait le tour de la planète, ils vont revenir vers chez nous, probablement. La filiation, Josias, oui, vous avez une filiation très directe avec mon oncle Jules, puis c'est un personnage que vous découvrez finalement en même temps que nous. Vous allez chercher dans les archives de la fameuse boîte que vos parents vous remettent en disant, voilà, des papiers divers et variés, donc qu'ils ont un peu élagués aussi, parce qu'il y avait des choses qui auraient écrit un peu l'histoire selon ce qu'on veut qu'il reste. Mais en fait, ça, c'est intéressant, cette affaire-là, parce que c'est pour ça que je dis, tout est... la petite histoire, c'est la micro ou la macro-histoire. Quand on regarde quelque chose en macro, c'est comme la grande. C'est-à-dire que mes parents, dans la caisse, avaient décidé que certains documents, vaudrait mieux pour garder bien sa mémoire, vaudrait enlever ces éléments-là. Tu sais, pour parler du Canada en bien, on peut parler de John A. Macdonald, mais on ne partira pas des bisons qui ont été tués par millions pour faire de la place puis affamer des peuples autochtones. Ça, c'est une tâche. Fait qu'on enlève la tâche. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce qu'à partir du moment où tu associes ta propre histoire ou l'histoire familiale, tu sais, par exemple, Maya vient de raconter donc sa famille, tout ça, elle est une enfant du système créé par le gouvernement canadien. Heureusement, elle est tombée entre bonnes mains, parce que c'est pas le cas de plusieurs enfants. Parce que sa mère avait choisi la famille d'accueil. Ça nous dit que c'est collé, elle est vivante, on peut lui parler. Donc, cette petite histoire, ça rejoint la grande qui nous fait comprendre le grand portrait de comment les choses fonctionnent et fonctionnaient. Donc, pour moi, ça a été riche de découvrir, parce qu'à travers lui, je découvrais tellement de choses. Oui, je découvrais un homme complexe. Je découvrais que rien de simple, de toute façon. Il n'y a pas un être humain qui est simple. Ma propre vie est complexe, la vie de tout le monde. Puis après ça, quand tu regardes l'histoire, tu te dis, ça peut pas être autre chose que complexe, parce que c'est écrit par des gens qui ont un objectif. C'est par exemple, créer un pays, c'est un objectif. Puis tu fais des choix qui est au détriment de certaines personnes. Là, ça a été au détriment de plusieurs peuples. Fait que c'est ça que j'arrive à comprendre. Puis je suis d'accord aussi avec le principe des deux côtés de la médaille. Parce que c'est facile de dire il y a des bons puis il y a des méchants. Non, c'est toujours plus complexe que ça. Tu sais, quand on regarde l'histoire des pensionnats, entre autres, il y a un médecin qui s'est levé en 1910, autour des années 10, puis qui était contre. On lui a même fait une plaque, une statue, parce qu'il était un des premiers à se lever contre les pensionnats. On a étouffé cette histoire-là, mais à l'époque, les gens s'insurgeaient. Si on fouille dans les journaux, on se rend compte que les gens étaient inquiets de cette situation-là, parce qu'il y avait des enfants qui mouraient. Et donc, de tous les temps, les enfants qui meurent, peu importe, là, c'est dramatique. Il n'y a pas un peuple qui accepte ça, sauf qu'en étouffant l'histoire, les gens n'avaient pas les mêmes moyens de communication qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, l'histoire de Kanata qu'on vient de raconter, si ça avait été quelque chose de local, sans Internet, sans les moyens de communication actuels, l'histoire aurait été étouffée dans l'œuf assez facilement par tout le monde, les médias, n'importe qui n'aurait pas voulu en parler. Aujourd'hui, c'est autre chose. On doit composer à différentes sources médiatiques qui fait que l'information circule. Donc, oui, on vit dans une drôle d'époque, mais d'un autre côté, il y a une accessibilité à l'information et à la parole qui n'existait pas, qui permet à des mouvements de se lever et persister et continuer à faire avancer les choses. Donc, donner une autre perspective de l'histoire. Ce qui frappe beaucoup quand on lit Mon oncle Jules, c'est à quel point l'histoire, c'est vivant.
On pense que l'histoire, ça raconte les vraies choses qui se sont passées, et puis voilà, il n'y a plus rien à dire. Alors que ce que vous dites, c'est, au tout début du livre, vous dites ça à mesure, ça c'est ce que je pense maintenant qui s'est passé, mais à mesure que je vais découvrir d'autres choses, ou à mesure que mon regard va changer. Ou là, bon, vous dites, vous n'êtes pas un historien, mais quand même, vous racontez une histoire, et vous dites, à mesure que mon regard sur les choses va changer, ce livre-là va évoluer, ou en tout cas l'histoire que je raconte, au moins sur scène, parce que ça peut évoluer de soir en soir, ça va changer. Quand vous parlez de mon oncle Jules aussi, une autre chose qui est frappante et extrêmement méritoire, c'est que vous n'en faites pas un héros. C'est un héros très intempestif. Enfin, c'est un personnage incroyable. Si on ne savait pas qu'il était votre grand-oncle, on dirait, bon, il est inventé, parce que c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est quelqu'un quand même qui sort de prison. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il fait quand il sort de prison au bout d'un an, je pense? Il ne veut pas sortir, en fait. Il refuse de sortir parce qu'il doit signer un papier. Oui, non, en 1963, c'est une histoire fameuse parce que mon oncle est incarcéré pour avoir arraché des listes électorales. Parce que les Autochtones ont le droit de vote, puis pour lui, les Autochtones qui votent, n'ont pas besoin de voter pour un gouvernement qui n'est pas le leur. On vient de parler que s'il allait à l'université, il s'émancipait, il perdait ses droits. Donc pour lui, ça rejoint cette idée-là. Donc il déchire les listes électorales, se retrouve en prison pour 1 mois, mais au moment de signer sa demande d'appel, l'huissier va faire... Pas le huissier, le greffier va faire la même chose qu'il a fait lui avec les listes électorales. Il va déchirer son papier. Donc, quand il est en prison, puis 1 mois plus tard, on lui demande de signer un papier pour sortir, mon oncle refuse de signer le papier en disant « J'ai pas signé pour rentrer, il m'a pas signé pour sortir! » Fait que là, il reste incarcéré pendant 1 an. C'est ça donne un peu une idée du personnage. Fait qu'on a été prisonnier politique pendant 1 an parce que mon oncle, c'est un grand chialeux. Il y avait, tu sais, entre 1950 et 1963, il s'écoule juste 13 ans. Hein? Fait qu'il y a du monde qui se souvienne de lui. Ouais. Puis qu'il sait qu'il peut aller loin dans son combat. Puis probablement, là, il faudrait que je trouve des preuves de tout ce que je dis, mais c'est comme ça me semble logique, d'une certaine façon, qu'on l'a oublié un peu volontairement. Et puis finalement, c'est Diefenbaker qui réussit de jaser pas en cours aux communes avec Guy Favreau pour le faire sortir. Guy Favreau qui n'était pas un centre comme à Montréal, qui était le ministre de la Justice de l'époque. Donc, une grosse histoire. Moi, je la trouve... J'en parle toujours avec un sourire, mais des fois, je me dis, yes, il faut que j'aille mordre. C'est qui... Il y a des histoires comme ça, mais il y en a beaucoup avec les Autochtones, des histoires aberrantes. Ça, c'en est une, oui. Je la raconte, mais je suis sûr que si on va dans les communautés... Emmanuel a fait le tour, elle s'est fait raconter toutes sortes d'histoires. Tout le monde raconte des histoires. On me disait que, par exemple, sur la Côte-Nord, la GRC, quand il y avait un couvre-feu pour les Autochtones, la GRC sortait à cheval, puis sortait le fouet dans les années 40 pour faire entrer les gens dans les réserves. On me raconte ça, une dame qui a vécu ça quand elle était enfant, elle a 75 ans aujourd'hui, puis elle me raconte ça la semaine dernière. Fait que on me raconte toujours ces histoires-là, puis je me dis, il y en a tellement des histoires horribles. Et c'est pas très vieux. Les gens qui les ont vécus sont encore en vie. Oui, mais des gens qui ont vu ça de leurs yeux d'enfant. Elle avait 10 ans à l'époque, elle l'a vu, elle s'en souvient aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher la mémoire. Oui. Parce qu'on parle de ça aujourd'hui, là. La mémoire, il faut aller la chercher. Les gens, il y a encore des gens qui sont vivants et qui se souviennent avant qu'il soit trop tard. Il faut y aller, il faut en parler. Et en parler de toutes sortes de manières, par la bande dessinée, par la poésie, par le théâtre. Pour continuer sur le thème de la filiation, Emmanuel, vous êtes allochtone. Mais à un moment donné, un enfant vous demande, mais est-ce que tu n'aurais pas des ancêtres autochtones? Et vous demandez à votre père qui vous dit, oui, ça se peut. Et là, vous êtes pleine d'espoir. Vous dites, j'ai des ancêtres autochtones. Puis finalement, ça tombe assez vite. Bon. Parce que finalement, c'était pas vraiment vrai. Puis vous concluez, de toute façon, quel important, j'ai été élevée en blanche. Et depuis 2-3 générations, ça n'aurait pas eu d'incidence, cette génétique-là. Mais qu'est-ce que ça suscitait en vous? Une légitimité pour parler des enjeux? Parce que vous êtes sur une ligne mince. C'est pour ça que vous appelez ça carnet de rencontres, parce que vous ne voulez surtout pas parler au nom des Autochtones. Vous ne voulez pas raconter l'histoire des Autochtones à leur place. Alors, comment est-ce que vous naviguez dans ces eaux-là? Mais tu sais, tout à l'heure, quand je parlais de l'importance d'aller faire le ménage dans notre mémoire, dans nos propres histoires, un peu, c'est pour ça que j'ai raconté cette histoire-là qui est un peu aussi autodérisoire. C'est vraiment une histoire, puis ça n'a pas eu une grosse incidence sur ma vie, mais encore là, à une autre époque, quand je travaillais avec les Maoris,
sais, on était tellement, mes amis Maori et moi, on était tellement proches qu'ils me faisaient tout le temps la blague. Puis eux, ils me parlaient parce qu'il y a une histoire de dépossession aussi. Puis une de mes amies Maori me disait, moi, ça m'a pris jusqu'à 16 ans à rencontrer ma famille. Puis moi, je connaissais absolument rien de tout ça. Puis ils me disaient tout le temps, non, t'es bro, c'est sûr, là, t'as du sang autochtone, on se comprend trop. Tout ça. Puis ils m'avaient comme un peu forcé là, les mains sur le clavier pour demander. Puis j'avais un peu, quand je parlais de la honte coloniale, moi, je répondais tout le temps, mais non, je ne suis qu'une colonisatrice blanche. Un peu quand Maya parlait, le manque de nuances, là, de accabler. Puis ça, fait que c'est un peu. D'ailleurs, le dessin de cette scène-là est un peu différent parce que je voulais vraiment qu'on réussisse un peu à en rire, mais je voulais insister sur l'importance de se renseigner sur nos histoires. Nos histoires, ça commence par nos histoires familiales. Parce que nous, c'est comme dans plusieurs familles québécoises, il y avait cette histoire. Personne ne s'est jamais dit autochtone dans ma famille, mais tout le monde disait que le pépé, il était autochtone, mais pas nous, mais lui, oui. Okay. Puis de l'autre côté aussi, la grand-mère Picard. Mais c'est ça, il n'y a jamais eu d'opportunisme ou d'auto-identification, mais dans notre histoire, on avait ce mythe familial-là, comme on le trouve dans plusieurs familles, et plusieurs personnes croient ce mythe-là sans nécessairement, il arrive qu'il y a des abus, mais souvent, les gens, c'est l'histoire qu'on leur a racontée, puis finalement, en faisant le ménage, pas du tout, là, il n'y a pas du tout de personnes autochtones dans ma famille, mais je trouvais que ça valait la peine de le raconter avec un peu d'humilité, mais aussi pour inviter les autres c'est important de savoir, nous aussi, de connaître nos racines, de savoir l'histoire de notre famille, puis d'où on vient, peu importe qui on est. Fait que c'était plus comme une invitation à aller connaître, puis comme je le disais, même si ça s'était avéré, moi, évidemment, moi et ma famille, on ne s'est jamais considéré autochtone, puis c'est pas à moi, c'est pas à nous, finalement, à déterminer qu'est-ce qu'une personne autochtone ou non, donc c'est pas à moi non plus à dire que quelqu'un qui n'aurait pas grandi de telle façon, pas du tout. Mais moi, dans mon cas, c'est ça, même si j'avais découvert un ancêtre c'est un sujet super touché, mais je parle vraiment pour le moi là-dedans, mais c'est vraiment plutôt une invitation à connaître notre histoire, puis sur tous les plans, individuels, familial, national et en tant qu'être humain, là, finalement. De toute façon, c'est le gouvernement qui décide qui est autochtone. Hein? C'est pas les nations. Les nations décident de rien. Ils ont décidé qu'il y avait un système de génération. Ils ont décidé, puis c'est encore en vigueur aujourd'hui. Le gouvernement, pour des raisons d'argent, décide encore pour les nations. C'est pour ça que les nations veulent devenir autonomes pour dire, hey, moi, en tant que nation, je peux décider que telle personne est Wendat parce que ça fait longtemps qu'elle travaille pour la communauté, parce que ça rejoint ce que nos ancêtres faisaient il y a très longtemps, où quelqu'un vient avec nous, c'est un allié, on peut décider de lui donner la nationalité. Mais ça, c'est impossible qu'une nation puisse faire ça. On l'inverse, par exemple, l'inverse-les. Fait que c'est pas encore de nation à nation. C'est intéressant ce que tu soulèves. Mais tu sais, quand j'écrivais cette histoire-là, il y a eu beaucoup de coups médiatiques sur ça, beaucoup de débats. Moi, je voulais vraiment pas rentrer là-dedans. Moi, donc j'ai hésité à le mettre, cet extrait-là, parce que c'est sorti en même temps que je l'illustrais. Puis je me disais, non, moi, je veux pas. C'est pas prendre position là-dedans. C'était vraiment, c'était pas au niveau politique, là, c'était vraiment... Pour raconter votre histoire personnelle. Mais tout au long, en fait, c'est pour ça que vous appelez ça carnet de rencontres. Ce sont des gens que vous avez rencontrés, des autochtones, mais c'est de rencontrer l'autre, mais de se rencontrer soi-même à travers ça. Fait que c'est un peu, je dis souvent, c'est comme un dialogue à 4 pôles si on considère le territoire. Aussi, la question du territoire étant assez centrale. C'est le Québec qui est dans mon pays, qui est une citation de mon ami Anishinaabe, Anamapache, mais entre mon histoire qui sert un peu de fil conducteur, mais qui est qu'un prétexte, les contributeurs, donc une cinquantaine de contributeurs, mais l'idée, c'est aussi d'appeler le lecteur à aussi entrer dans le dialogue, puis à aller fouiller dans ses histoires, puis dans ses expériences, à savoir qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je connais pas, et d'où me viennent ces savoirs que je crois connaître, que ce soit sur les réalités autochtones ou sur l'histoire coloniale du Canada et du Québec, tu sais. Donc, c'est ça. L'identité autochtone, Maya, comment la définiriez-vous, votre identité autochtone? Si je me fie à la loi sur les Indiens, chapitre 47, je suis le matricule 082 0030101. Je suis un Indien, je ne suis même pas une Indienne au sens de cette loi. Sur la carte, c'est marqué. Oui, c'est vraiment ça qui est indiqué. Et en marge de la... Soyons illégal un peu, en marge de la loi. En marge de la loi. Mon Dieu, par rapport à qui? Vis-à-vis qui? Vis-à-vis moi? Vis-à-vis d'autres? Oui, vis-à-vis de vous. Oh là là. Moi, je me sens
Vous disiez que vous avez deux personnes, vous êtes à la fois Innu et québécoise, et oui, puis que ça s'apaise petit à petit avec les ans. Donc la partie Innu, comment est-ce que vous la définiriez par rapport à la partie québécoise? Elle est très curieuse, un très grand respect des aînés, très émerveillée quand, mettons, j'entends Joséphine Bacon me raconter une légende, très aussi patiente envers l'autre, parce que j'ai toutes sortes de questions quand on me pose sur le monde des Premières Nations. Très politisé par moments, parce que dans un de mes poèmes, je dis que naître autochtone est un acte politique. En effet, dès qu'on est, on est enregistré, numérisé. Et je suis contente de ne pas avoir été dans la batch qui vendait, là, parce que ça n'aurait pas été le fun. Mais pendant longtemps, on a été une identité qu'on a voulu faire disparaître. Mais je remercie ma famille adoptive, ma famille Innu, de faire en sorte qu'on ne te soit jamais effacé, qu'on aille toujours manifester une présence. Je vois les communautés, en tout cas ma communauté en général est vraiment une communauté qui a une résilience magnifique. Ils ont une maison de la culture, ils donnent des cours de sensibilisation aux touristes. Les grandes entreprises qui sont dans cette communauté-là sont gérées par des femmes. Le chef, il y a une grande stabilité politique. Donc, tu sais, il y a du chemin qui s'est fait dans un très court laps de temps, parce qu'il y a encore dans ces gens-là des gens des générations des pensionnats. Et ces gens-là, des fois, ne sont pas complètement guéris de ce qu'ils ont vécu, parce qu'on a voulu laver leur identité, on a voulu les rendre quelque chose qui, premièrement, aurait été intenable, puis deux, qui n'aurait été même pas reconnu par le citoyen canadien, parce qu'il y avait ce qu'on appelle aussi le racisme eugénique à l'époque, qui mettait un top 20 des races. Hein. On retrouvait les Anglais, les Français au top. Et plus tu descendais, tu trouvais les Asiatiques. Ensuite, tu trouvais les pays africains. Puis tout en bas, il y avait nous autres, parce qu'on n'était pas si beaux, pas si intelligents, puis qu'on ne survivrait pas longtemps. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le racisme eugénique. Mais toute cette identité-là... Elle est dans la peau. Dans la nouvelle que vous avez publiée dans le recueil Amun, le personnage, la jeune fille, se fait tatouer son numéro de matricule avec un code barre. Sur la nuque, comme pour dire, c'est fort comme image. Hein? C'est fort comme image. Ça part du marquage des animaux. Ça part aussi du fait que c'est dans la peau et ça partira jamais. Puis elle dit aussi, c'est certainement un peu votre double, parce que sa famille adoptive est blanche. Puis vous dites, quand sa mère blanche, adoptive, se promène avec elle et un geste de tendresse, les gens les regardent un peu bizarrement en disant... Quel est leur lien entre elles deux? C'est presque impensable. Exactement. C'est vraiment dans la peau, dans la physionomie aussi? Oui, parce que les gens disent que je ne passe pas inaperçu à cause de mes traits. Moi, des fois, j'en viens... Avec Wanchit, vous passez inaperçu, j'imagine. Hein? Avec Wanchit, vous passez inaperçu, j'imagine. Non, ça va avec Wanchit, j'ai une certaine invisibilité que j'apprécie. Mais quand je vais ailleurs, c'est sûr que c'est différent. Mais ce que j'aime beaucoup quand j'arrive chez les Innu, c'est que justement, on parle de filiation. C'est qu'ils me demandent souvent qui sont ma mère, qui sont mon père. Et je donne les noms Innu. Donc, tout de suite, je les vois dans leur tête, ils font l'arbre généalogique, ils savent d'où je viens, qui je suis. C'est vraiment cute de voir ça. Est-ce que ça donne un sentiment d'être vraiment chez soi, d'être soutenu aussi par l'arbre? Oui, bien c'est sûr, parce que c'est sûr que pendant la période des enfants qui sortaient des pensionnats, c'était pas une période le fun pour être autochtone et de vivre dans une communauté, parce que c'était incroyable ce qui s'y passait. Et il y avait beaucoup de douleurs, beaucoup de gens pas guéris, qui peut-être ne sont pas guéris encore. Mais moi, j'ai juste une pensée d'admiration pour ma sœur Innu, qui, elle a eu 4 enfants. Et elle s'est assurée que le traumatisme intergénérationnel arrête avec elle. Les 4 enfants ne sont pas touchés par ça. Elle s'est battue bec et ongles pour leur éviter les misères qu'on connaît, avec une discipline. Elle les a poussés. Et ma sœur a vécu des enjeux très difficiles, mais avec elle, ça s'est arrêté. Puis ça, j'admire ça aujourd'hui. Et Jocelyn Sioui, la filiation avec mon oncle Jules, parce que une chose intéressante aussi dans votre pièce et dans votre livre, c'est que mon oncle Jules, je le disais tout à l'heure, c'est pas un héros, puis il a une part très sombre qu'on dévoilera pas. On va laisser les gens la découvrir en lisant votre livre ou en allant voir votre pièce, mais dont vous ne vous cachez pas. C'est vraiment à la toute fin de la pièce, vous annoncez un côté assez sombre de mon oncle Jules. Comment est-ce que vous auriez pu ne pas parler de ça? C'est impossible de ne pas parler de ça. C'est impossible. Je veux dire,
t'es confronté à un moment donné, ça rejoint toute cette idée d'histoire qui est occultée. Je parle de notre façon de raconter l'histoire occultée. Puis dans toutes les histoires familiales, en fait, il y a des histoires sombres. Des fois, ça peut être notre propre famille, des fois, c'est un grand-père, des fois, c'est un oncle, des fois, il y a toujours des histoires un peu dark qui sont racontées, puis on la raconte sous le bout des lèvres. Et pourtant, parfois, quand on dit les choses à voix haute, on le nomme. Ben peut-être que ça aide à réconcilier aussi, tu sais. Je pense que de nommer des choses, ça fait que les gens, enfin, il y a quelqu'un qui en parle, puis ça fait du bien. On le voit avec les pensionnats. Enfin, on l'a vraiment... Tu sais, c'est triste ce que je dis, là, mais enfin, on a une preuve matérielle, parce que jusqu'à temps qu'on ait une preuve matérielle, ça restait un truc sur des rapports. Là, c'est quelque chose qui est rentré dans l'histoire. Et ça fait toute une marche qui est différente. Donc, quand on nomme les choses, à un moment donné, on l'a dit, on peut passer à autre chose. Ça reste moins comme une marque psychologique. Tantôt, on parlait de tous ces gens qui se revendiquent avec... tu sais, on a un paradoxe quand même assez foudroyant comme société qui, d'un côté, a écrasé des peuples autochtones, mais d'un autre côté, qui revendiquent partout dans leur famille une ascendance autochtone. Il y a quelque chose, peut-être qu'on essaie de faire une paix avec soi-même. Moi, je le vois un peu comme ça. C'est que, collectivement, on sait qu'il y a quelque chose qui a été fait de pas correct. Puis on essaye de se sentir proche de l'autre, on cherche le moyen. Puis un de ces moyens-là, c'est de se dire les choses. Tu sais, il a dit, tu t'en vas en thérapie, là. Le thérapeute, la première chose qu'il dit, c'est qu'il faut parler. Il faut se dire les choses pour nommer. Après ça, ton couple va peut-être lâcher, mais te nommer les choses. Là, je pense pas que le couple peut lâcher parce qu'on n'a pas le choix de vivre dans ce pays-là. Fait que ça va prendre du temps, on nomme des choses. Puis un jour, il y aura, à mon avis, comme ça sera nommé, on pourra passer à autre chose, puis de nommer de nouvelles choses, d'ailleurs, pour continuer à avancer comme société. Ben, je pense que c'est un très beau mot de la fin. En fait, les 3 livres parlent beaucoup de ça, de la rencontre, mais aussi du fait que les choses ne sont pas aussi clairement tranchées. Des fois, le balancier va d'un côté et de l'autre, et dans vos 3 livres et vos 3 parcours, c'est vraiment frappant à quel point les choses sont plus complexes, plus imbriquées. Alors, je vais rappeler les titres de vos 3 livres. Le Noël des Amis de la Forêt, de Maya Cosino-Molet, avec les petites souris, mais en fait, c'est elle. Voilà, maintenant, nous le savons tous. C'est le Québec qui est né dans mon pays, Emmanuel Dufour, une bande dessinée absolument spectaculaire. On a hâte à votre prochain doctorat, Emmanuel, parce qu'on attend la suite. Et puis Mon oncle Jules de Jocelyn Sioui, qui est aussi une pièce de théâtre qui est à voir. Alors merci à vous 3. Merci. Et puis merci. 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 Bravo tout le monde.